supporte pas la musique. Mais c'est surtout que c'est difficile. Allez, c'est bon. Mes chers amis, bonjour, merci d'être venus assister à cette première, parce que là, nous sommes en rodage, et puis, dans le même esprit, il y en aura d'autres. Cette présentation s'inscrit dans l'esprit du 16e Festival du Peu de Bonson, dont vous avez pu voir la grande affiche, là, qui est sur le thème de la fantaisie. Alors la fantaisie, n'est-ce pas, ici, elle est présente. Comme je vous ai dit, c'est une première accrochage en rodage. Ce thème de la fantaisie, vous le voyez, il est ici présent. Ce sont ces cadres exposés, coupés. C'est anecdotique et il se trouve que ces cadres-là, je les ai trouvés à proximité d'une poubelle et ils font partie de ce que l'on appelle les encombrants. Bon, je passais, je me suis dit tiens. Et il se trouve que lorsque un artiste du dimanche ou autre disparaît, décède, la famille, pof, allez, ça part tout aux encombrants. Donc, il m'est venu à l'idée, mais j'ai arrêté après, c'est-à-dire de prospecter les décès, vous appliquez avec votre voiture et vous chargez tout ce qui traîne en œuvre d'art. Et ça fonctionne comme ça. Bien, je me suis limité à ces quelques pièces-là. Pourquoi? Parce que ce qui m'a arrêté, c'est qu'avec les encombrants, je suis passé aux arts combrants. Alors l'art combrant, c'est quoi? Je me suis dit, l'art, il est là pour être beau, pour être vu, ça plaît, etc. Gna gna, gna gna. Bon, stop. Donc j'ai voulu faire des œuvres pour encombrer. Les arts combrants, vous voyez, ils sont mis sur des lieux de passage. Vous les mettez dans votre couloir, à l'entrée des toilettes, et comme c'est gênant, voilà. Vous voyez, c'est des œuvres d'art pour encombrer. Celle-ci, M. Gispalou en a fait en partie l'acquisition, il est là. Je l'ai intéressé aussi, parce que grâce à lui, j'ai pu mettre une action qui est le panneau à vendre, puisque nous étions sur la fantaisie. J'ai posé au Trophée d'Auguste à la Turbie un grand panneau à vendre, et ça a donné lieu à un article de presse d'ailleurs. Je ne sais pas si tu as amené les coupures, les photos. Bon, tu as amené les photos. J'ai amené les photos de Nice Matin. Donc le panneau à vendre a été posé et il est resté quelques jours, très peu de temps, parce que tout le village s'est mis à discuter, à parler. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Vendre le trophée. Alors au passage, on se disait, on disait aux personnes, et oui, vous savez, ils vont raser, ils vont construire un grand immeuble de 100 étages, parce qu'il y en a tellement vu qui est belle, etc. Alors tous ils sont allés à la mairie pour se faire. Bon. Donc ça, c'est comme ça, vous voyez qu'on passe d'une attitude, voilà, mon esprit de l'art passe d'une chose comme ça à l'autre avec des liens ténus. Merci Christophe, merci Cécile aussi, de nous accueillir dans ce que j'appelle ta taverne. Et j'aime bien passer, en l'occurrence de taverne, parce qu'il suffit d'une lettre, de sa présence ou de son absence, pour que les choses changent. Et de taverne, je passe bien sûr à caverne. Et caverne, ça me renvoie évidemment à la caverne de Platon et à l'ombre. Ah. Donc, nous allons voir pourquoi l'ombre de Vincent van Gogh aussi. Et cette fantaisie en cours m'a conduit, entre autres, vers Lacan. Alors c'est toujours la fantaisie qui est à l'œuvre. Pourquoi?
L'ombre de Lacan, elle est ici, hein, on va y venir. Je feuilletais le livre de Roudinesco sur Jacques Lacan, et à la page 688, je tombe sur le bulletin scolaire de Jacques Lacan quand il avait 15 ans. 15 ans. Et deux enseignants marquent, entre autres, la conduite de Jacques est toujours très bonne. Il est très bon élève, mais un peu fantaisiste. Ah, ça fait tilt, ça a résonné. Bon résultat en sciences et physique, passable en maths. Un autre, très bon élève, etc., mais légèrement fantaisiste. Voilà. Là, c'est légèrement, l'autre, c'est un peu. Donc, avec le Festival du Peu de Bonson, ça a résonné parfaitement. Et il y a là le bulletin scolaire de Lacan. Donc, ça, c'est un peu... Ça commençait, l'ombre, elle commençait à naître et à sortir de ces petites rencontres. Et je suis allé, comme ça, au Transat Café à Antibes. C'est un petit lieu associatif, ça faisait des années que j'avais plus mis les pieds, c'est sympathique. C'est Véronique Champollion qui le tient actuellement. Et pour me rendre dans ce lieu, je m'étais un peu perdu et je suis passé par la rue Lacan. Ah, je dis tiens, ça alors, la rue Lacan. Il n'y avait pas marqué Jacques, hein, rue Lacan. J'ai demandé à notre ami Alain Amiel des informations. Et comme il a énormément de contacts, il a vu avec Antibes, les archives, etc., qui c'était ce Lacan. Alors il se trouve que Lacan, à Antibes, on ne sait pas trop exactement. Donc c'est soit on parle d'une rue des fortifications, il y a un bottier aussi qui s'appelait Lacan, un bottier. Moi je retiendrai un officier de l'armée qui en 1525 à peu près a inventé et mis au point un canon. Ce canon s'appelle le canon Lacan. Voilà. Je me suis dit c'est bien un canon associé avec Lacan. J'ai gardé ça. Et puis sur ce, Amiel me donne une photo où l'on aperçoit Jacques Lacan sur la promenade des Anglais, avec son ombre. À vrai dire, en vérité, ça a été un montage tardif, je crois, où c'est la photo de Jacques Lacan qui est à Venise. Ça a été transposé sur la promenade des Anglais. Alors là, j'ai récupéré l'ombre que vous voyez ici. Voilà, telle qu'elle, c'est l'ombre de Lacan. Donc, j'ai ajouté, bien sûr, ce petit chien. Pourquoi? Il fait écho aux 4 discours qui ont été élaborés et travaillés par Jacques Lacan, à savoir le discours du maître, le discours de l'universitaire, le discours de l'hystérique et le discours de l'analyste. Seul le premier et le dernier se permutent. Ils ne se mélangent pas, il y a une incompatibilité, mais c'est travaillé comme ça. Alors pour le discours du maître, eh bien, le petit chien pouvait faire écho avec ce que l'on appelle le maître. J'ai travaillé aussi comme ça, en partant de cette notion, avec le maître pliant. Mais ça, c'était par jeu. Et aussi, j'avais retenu l'école de la cause. Pourquoi? Parce que quand il a fondé l'école de la cause psychanalytique, école, il écrivait qu'avec un E majuscule. Et il disait, cette école, c'est une école dans laquelle il n'y a que des maîtres. Donc toujours E majuscule. Ce qui m'a amené lors de l'écriture d'un livre, École de Nice, à toujours mettre maintenant à école un E majuscule, pour bien mentionner qu'il n'y a que des maîtres. Ça, c'est important. Les discours nous parlent de liens,
de liens qui, chez l'animal, bien sûr, sont guidés par l'instinct. Du langage, nous sommes tous des esclaves. C'est ce travail-là qui me plaît dans l'esprit de la psychanalyse et de Lacan en particulier. Alors là, du langage, nous sommes tous des esclaves, et vous avez ici un trou. Ah, ce trou-là m'a amené, je l'ai fait parce que d'abord c'est un trou qui est blanc. Évidemment, ça peut faire écho avec le trou blanc. Je laisse de côté le trou noir. Le trou, nous dit Lacan, il est cerné dans son esprit. Le trou est cerné par les signifiants qui lui font bord, parce qu'il a travaillé beaucoup. Ça, vous pouvez le retrouver sur Internet, si vous tapez le trou chez Lacan, Lacan et le trou, je crois qu'ils en parlent aussi. Ce trou, c'est important, parce que c'est ce qui fait qu'il y a toujours un trou dans le langage et dans notre parole comme ça, parce que le symbolique fait trou dans le réel et le réel fait trou dans le symbolique. C'est comme ça que Lacan a, par rapport au trou, avancé ses théorisations dans ce fait qu'on est cerné, il y a les signifiants autour qui nous tiennent et qui nous portent dans notre rapport avec le langage. S'il y a des chutes dans le trou, si le trou n'est pas bouché, par exemple, par une œuvre d'art ou quelque chose comme ça, eh bien, on risque d'être un bon fou. Un bon fou, c'est quelqu'un qui a une idée adéquate de la folie. Et c'est une idée qui le porte. Hein. Seul, je rappelle, le fou complet est libre. Complet. Bon. Ce qui est assez particulier, bien sûr. Je ne développe pas là. Mais revenons, bien sûr, sans faire trop long, à l'ombre, à mon histoire avant celle de Vincent Van Gogh. Sortir de l'ombre. Je voulais évidemment sortir de l'ombre. Sortir de l'ombre a pris de l'importance, petit à petit, pour moi. L'ombre s'est installée artistiquement. Dans le texte biblique, dans la Bible, on trouve Elohim créa le terreux Adam selon son ombre. Ah. Alors quand j'ai découvert ça dans la Bible, je me suis mis à chercher l'ombre du diable. Alors qu'est-ce que j'ai fait pour l'ombre du diable? Vous le savez, il y a le chariot, le petit chariot en métal que l'on appelle diable. Hein? Donc je me suis mis à la recherche d'un diable, d'un chariot, et j'ai ainsi réalisé l'ombre du diable. Voilà, qui fait écho à cela. Et je suis aussi allé faire une exposition à beau soleil, parce que dans cette histoire d'ombre, il me fallait un beau soleil. Pour avoir de belles ombres, il faut un beau soleil. Donc je suis allé à beau soleil, j'ai démarché, bien sûr, quelques responsables de la culture, le maire aussi, grâce aussi à Gispalou, entre autres. Après, j'ai eu ça, et lors de l'exposition, à chaque fois, il remet, c'est le seul endroit, quand vous exposez, une médaille. Vous voyez, une médaille de beau soleil. Voilà. Bon, alors, grâce à ça, je suis médaillé d'un beau soleil. Voilà. Ça, c'est important. À ce stade, de là, je me suis dit, on verra. Donc, la figure occulte de l'ombre, bien sûr, traverse et pose de notre culture, de la caverne de Platon à l'ombre du style, le style du cadran solaire, cette baguette du cadran qui donne, on appelle ça le style. Donc, à partir de tout ça, eh bien, des données philosophiques et mathématiques, l'ombre permet de questionner le monde. Sans ombre, pas de culture possible. Et j'ai travaillé, là, j'ai introduit dans un séminaire de psychanalyse le stade de l'ombre. Le stade de l'ombre fait suite au stade du miroir, le stade du miroir qui permet au moi de se constituer
de prendre vision du moi. Donc à l'ascension qui est jubilatoire de l'enfant qui réalise cette unité du moi, quand cette ascension elle est réalisée, eh bien il peut se passer un petit doute comme ça, est-ce bien moi, comment, si, et là il y a ce flou qui est le vacillement introduit par le stade de l'ombre. Stade de l'ombre qui, le moi est formé, maintenant ils peuvent aller vers le je. Le je n'est pas le moi, enfin ça demanderait tout un travail aussi. Et ce je, bien sûr, annonce la dimension de l'autre. L'ombre transpire l'être et le dissout dans l'inquiétude, dans une inquiétude d'une étrangeté qu'elle peut susciter. C'est ça l'ombre de l'enfant. Et à partir de là, après cette intervention dans les séminaires, dans un séminaire psy, là je me suis mis à écrire et à m'intéresser à différentes ombres pour être pris au sérieux. Pour être pris au sérieux, eh bien j'ai d'abord fait les ombres d'artistes, hein, édition Giletta. Voilà, tous les ombres d'artistes sont là, les artistes de l'école de Nice, etc. Voilà, avec un texte qui fait, bien sûr, qui fait état du rapport à l'ombre, texte de Claude Fournet, du musée, enfin bref, ombre d'artistes. Puis je me suis mis aussi à écrire un livre, édition Giletta, qui donne à l'ombre une épaisseur, qui s'appelle l'épaisseur de l'ombre. Et pour moi, c'était important de faire en sorte que cette ombre, elle ait une épaisseur. Et pour la rendre plus épaisse, je me suis dit, là, il faut faire fort, il faut rencontrer le ministre de la Culture, hein, et lui faire son ombre. Bien, alors, à l'époque, c'était Sylvana Lorenz qui était proche de ce milieu. Le ministre de la Culture, c'était Jacques Toubon. Et on avait pris un rendez-vous chez lui. Et vous voyez, donc c'est Jacques Toubon qui pose pour faire son ombre. Je vous avoue qu'au départ, il n'avait pas très bien compris. Hein. Il croyait que c'était une interview, tout, bref. L'habitude. Donc, entre deux portes, moi je lui dis, mais non, c'est pas vous qui... C'est l'ombre. Voilà. Donc, je me suis dit, là, grâce à l'ombre de Jacques, je vais avoir de l'importance. Bon, il faut du temps, hein, mais ça fait beaucoup parler, et ça a donné lieu, là aussi, à des cartes postales aux éditions Giletta, comme ça. Hein, donc... par son ombre, il existe, lui, en 300 exemplaires, qui sont peut-être pas tous, mais beaucoup sont passés par la poste. Donc, il a été timbré en tant qu'artiste. Voilà. Donc là, je me suis aussi intéressé, n'est-ce pas? Ah oui, bien sûr, Alexandre le Grand, on rappelle, son cheval avait peur de son ombre. Donc, il le chevauchait face au soleil, comme ça, l'ombre était derrière, ce qui fait qu'Alexandre le Grand a conquis la moitié du monde, tout droit. Il y a l'ombre du potier aussi, qui avait fait une ombre pour sa fille, parce que son beau-frère partait marchander, bon bref, il avait fait l'ombre en terre. Pindar, ça me plaît, qui dit: l'homme n'est que le rêve d'une ombre. L'homme comme rêve d'une ombre, ça me plaît. Et il y a bien sûr un livre aussi qui a été écrit, c'est un livre sur les ombres. Je ne me rappelle plus de l'éditeur, mais c'est intéressant parce qu'il part. Il cite quand la population en Roumanie, plus exactement en Transylvanie, au siècle dernier encore, même ça a duré, lorsqu'on faisait une construction, pour éloigner les mauvais esprits, il était coutume d'enterrer quelqu'un vivant dans les fondations.
plus tard, ça a été remplacé par mettre l'ombre d'une personne, etc. Mais pendant longtemps, on enterrait vivant une personne dans les fondations. C'était en Roumanie, en Transylvanie. Ça, c'est trouvé dans les archives. Bon. Sur tout ça, il y a beaucoup d'ombres. Hein. On est entouré d'ombres qui nous font de l'ombre, des fois. Bon, c'est comme ça. Et je me suis dit, un concours de circonstances, lors de mars au musée, le musée Chéré, on leur a fait une proposition qui a été acceptée au musée Chéré, qui fait écho, bien sûr, à Van Gogh. Vous voyez? Pourquoi Van Gogh? Parce que Van Gogh voulait exposer son vivant. Il avait 33 ans à l'époque, c'était vers la fin de ses jours. Chéré en avait 50. Et Van Gogh aurait voulu exposer son vivant, bien sûr, au musée avec Chéré. Avec Chéré. Donc le contact avait été fait entre eux au café, au Tambourin à Paris, quoi. Bref. Et ça n'a jamais pu se faire. Donc là, à titre posthume, on a fait l'ombre de Van Gogh qui a été exposée au musée Chéré, dont il y a quelques années, Jean-Claude Fréchère avait fait également un film que l'on peut retrouver sur le site Van Gogh Aventure, hein, que tient Alain Gommier. Donc à partir de là, cet élément de plus, les 70 derniers jours de Van Gogh, réalisés par Alain Amiel, très documenté, etc. Enfin bref, vraiment un petit chef-d'œuvre de réalisation, avait été présenté au musée Chéré. Et puis là, nous nous sommes dit, ce qui serait bien, moi je me suis dit, j'ai travaillé un peu ça, et je me suis aperçu que dans l'œuvre de Van Gogh, il y a un problème avec l'ombre. Ses travaux, des couleurs partout, mais l'ombre, elle est pratiquement absente. Voilà, dans le sommaire. Dans le sommaire, voilà. Et c'est là qu'on a récupéré au moins une fois l'ombre, mais en ajoutant le fait que, comme disait Van Gogh, quand je vais peindre, je suis chargé comme un porc-épic. Vous voyez, il a la toile, le chevalet, tout ça. Donc c'est ce qui a été présenté au musée Chéré. Alors le rapport à l'ombre de Van Gogh, c'est que, comme on le sait, mais enfin, Vincent Van Gogh porte le prénom de son frère qui est mort, né, un an avant sa naissance. Donc un an après lui né, jour pour jour. Et ses parents lui ont donné le nom de son frère qui était mort. Et sur le cimetière de son frère, il y a la plaque Vincent Van Gogh et la date. Donc le premier Vincent, il est mort en 1852, lui est né en 1853, un an après. Donc il y a la date Vincent Van Gogh, et tout enfant, avec sa famille, il se rendait de temps à autre dans ce cimetière pour voir le frère. Mais lui, vous voyez son nom. Et il a toute sa vie porté en quelque sorte l'ombre de ce frère. Elle était omniprésente là, de son frère mort-né, Vincent. Et ça a été, c'est quand même dur à vivre, c'est le genre de choses qu'il ne faut jamais faire. Ouais. Maintenant. Et puis voilà un peu le rapport à l'ombre que nous avons mis comme ça en évidence. Il a essayé sans doute, peut-être, de sortir de tout ça en cherchant la lumière, le soleil. Et la lumière, le soleil, eh bien ce qui exprimait le mieux dans sa peinture, c'est les tournesols. Le tournesol, bien sûr, qui cherche et qui suit le soleil. Alors là, voilà. Je terminerai sur
deux poèmes. Un de André Verdet sur Van Gogh. André Verdet, c'est Ballade pour Vincent Van Gogh. Il a étreint la terre, il a sondé le paysage pour nous en faire ressentir les cicatrices, les poussées et les craquelures d'un chaos toujours présent. Il a soumis ce paysage à sa fascination. Il a brossé les blés comme une houle de fond d'un océan jonché d'aveux dans une tourmente d'or et de bleu. L'ultime et beau délire d'une espérance tronquée. Il a inscrit les corbeaux, ombre virgule de sa mort, signe planant de sa défaite, les paraphes de son adieu. Il a transfiguré les visages dans l'air vibrant du quotidien. Les hommes, il les a assumés au péril même de ses jours. Les hommes, il les a peints dans une pâte battue à vie, au levain même de sa raison et de sa folie. Ça, c'était André Verdet. Hélène Fernex, qui est photographe, qui maintenant est en Belgique, hein, et qui a fait des expositions sur Monaco, la dernière. Oiseau. Une grande ombre noire traverse le jardin, à peine apparue et sitôt disparue. Une grande ombre noire qui lèche le chemin. Qui lèche le chemin mouvante et fuyante. Est-ce l'ombre du destin? Un signal clandestin? Un inquiétant présage d'un lendemain sauvage? C'est l'ombre d'un oiseau qui a volé trop haut, qui a traversé le ciel, occultant le soleil. Voilà, merci pour cette approche-là que vous me permettez. Alors là, comme je vous l'ai dit, dans d'autres lieux, sans doute, vous êtes les premiers, vous avez la primeur de cette construction artistique ici, qu'on présentera dans d'autres lieux. Voilà. Donc merci d'être venu, d'avoir assisté à tout ça. Il y a ça c'est aussi vous pouvez en prendre, ça fait partie, là, vous voyez, il y a un rapport à l'ombre aussi, et d'une performance qui avait eu lieu avec Alain Riel, voilà.